Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ah là là, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc alors, ça démarre avec un morceau qui s'appelle Réfugié, d'un monsieur qui s'appelle Petit Miguelito. Oh là là. Il y en a des choses à dire. Il y en a des choses à dire sur les réfugiés, sur les mouvements, les flux migratoires. Oh bah oui, là on n'a pas fini, je vous préviens. Alors d'abord quelques chiffres. Vous l'écouterez, les paroles sont pas mal. Alors bon, et d'abord quelques chiffres. Moi je me suis référé à l'ONU, voilà, qui a des chiffres très précis, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui nous dit dans un communiqué de juillet dernier, de juillet 2015, que la plupart des réfugiés, d'abord la plus grosse partie, ils sont allés en Turquie. Les réfugiés qui viennent de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak, de Libye, etc. 1,8 million en Turquie, ça fait du monde à accueillir. En Irak aussi, il y a des réfugiés qui vont de Syrie en Irak, 250 000. Il y a des gens qui vont en Jordanie, 630 000 personnes. Il y a des gens qui vont au Liban, 1,2 million. Je crois qu'à peu de choses près, ça double la population libanaise. Et puis il y a aussi des gens qui partent de leur coin en Syrie et qui vont dans un autre coin de Syrie où il y a peut-être un peu moins de bordel, de choses qui vont pas. 11 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie, c'est la moitié des 22 millions de Syriens qui ont changé de place. Donc c'est une des plus grosses migrations, un des plus gros déplacements de population depuis la guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est affreux, 140 000 personnes en Égypte. Alors pourquoi il n'y a personne en Arabie ou au Qatar? Bah, on va peut-être se poser la question après, peut-être parce que ce sont ces pays-là, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, qui financent un petit peu les choses qui vont pas très bien en Syrie. Ça se peut, avec sous couvert de un peu nous, non? Un peu les Américains, non? Oui, si, peut-être quand même. Alors bon, on nous dit que parmi les émigrés, les gens qui arrivent en Europe, il y a des terroristes déguisés. Ah oui, alors là, je sais pas comment ils se déguisent pour avoir l'air comme tout le monde. Ça doit pas être facile de se noyer dans la foule parce que bon, il y a quand même des contrôles, il y a des triages, il y a des dossiers, il y a des demandes d'asile qui durent des mois et des mois avec des dossiers épais comme ça à monter. Donc je pense que s'il y a des terroristes là-dedans, on arrive à trouver un petit peu d'où ils viennent et qui y sont. On se demande aussi pourquoi ils restent pas chez eux à résister, comme ont fait les Français pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme ont fait les Espagnols qui sont restés chez eux, ils ont pas bougé quand Franco est arrivé au pouvoir. Les Allemands, ils ont pas bougé non plus. Quand les nazis sont arrivés au pouvoir en Allemagne, bon, reprenons les chiffres, 10 millions de gens sur les routes en 1939, 1940 en France qui ont quitté la France occupée, 300 millions de résistants, sur seulement 300 000 résistants qui sont restés en France pour essayer de se battre un peu contre l'envahisseur. À l'époque des Espagnols, des millions de gens qui ont quitté l'Espagne. À l'époque des nazis, des millions d'Allemands qui ont quitté l'Allemagne. Évidemment, quand il y a la guerre chez soi, qu'est-ce que vous voulez faire? On se casse, on va ailleurs. Bon, si vous êtes jeune et que vous avez envie de vous battre pour la patrie, vous restez. Mais si vous avez des enfants, de la famille ou des gens à nourrir chez vous et qu'il n'y a plus rien à faire, bah vous allez quelque part où on peut gagner un petit peu sa vie et envoyer des sous à la maison. Il n'y a pas d'autre solution, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, que font les représentants de notre démocratie? Que font les politiciens? Que font les dirigeants? Ah, ils ont des très bonnes solutions. La solution, c'est de renverser le gouvernement de Syrie, par exemple. Ça, ce serait bien, ça, ce serait une très bonne solution. Donc on continue à bombarder la Syrie parce que il faut se battre contre les forces loyalistes. Monsieur le président de la Syrie, c'est un dictateur, c'est un tueur, etc. Donc il faut le renverser. Donc il faut bombarder. Tant qu'on y est, on continue à bombarder aussi l'Irak. Ce sont des très bonnes solutions. Ça ne peut que résoudre le problème des gens qui se prennent des bombes sur la gueule et qui s'en vont. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Alors, il y a une autre solution, c'est une fois que les migrants sont arrivés en Europe, c'est de les trier. Alors, la meilleure proposition, c'est de dire on prend pas les musulmans, on prend que les chrétiens. Comme ça, voilà, on prend des gens qui nous sont utiles. On les accepte. Les autres, on les refoule, on les refuse. Ça, c'est intéressant. Alors bon, soyons sérieux. Il y a peut-être un moment où il faut s'attaquer aux causes.
et arrêter de se battre contre des conséquences. C'est l'erreur que nous faisons en permanence en tant que société. C'est l'erreur que nous faisons pour combattre le cancer bancaire. Nous nous consacrons à combattre des conséquences, c'est-à-dire à mettre en place des taxes pour reprendre aux riches et redonner aux pauvres. Nous nous battons sur des conséquences en essayant de réguler le système bancaire tel qu'il existe. Nous ne voyons pas les causes à la racine, qui est l'émission de monnaie par l'endettement perpétuel de tous les agents économiques, sauf les banques qui émettent la monnaie. Nous faisons la même chose pour les maladies. Voilà. On a les plus grandes maladies en Europe, dans les pays occidentaux, vous les connaissez. On essaye de se battre contre les maladies. Est-ce qu'on a déjà essayé de se battre contre les causes, de trouver les racines, de faire de la prévention? Ben non, forcément, puisque ça sert à rien, puisque ce qu'il faut, c'est gagner de l'argent. Donc pour gagner de l'argent, il faut que les gens restent malades pour leur vendre des médicaments et pour leur vendre des soins médicaux. Bon, c'est logique, on est dans un cercle vicieux. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les causes profondes? Quelles sont les racines des flux migratoires? Mais enfin, posons-nous la question ensemble, c'est quand même pas compliqué. Bon, d'un point de vue, moi, vous savez, je suis obsédé par la monnaie, donc d'un point de vue monétaire, c'est pas compliqué. On a d'une part des gouvernements et des grosses multinationales qui ont besoin de marchés supplémentaires, qui ont besoin de faire du chiffre d'affaires, et on a des pays occidentaux qui sont en crise et dont les dirigeants savent très bien que la crise est causée par un manque d'endettement des populations qui n'empruntent plus, et donc comme il n'y a plus de crédit qui arrive dans l'économie, il y a de moins en moins de monnaie qui circule dans l'économie, ce qui fait que les transactions qu'on voudrait bien réaliser, on ne peut plus les faire, on ne peut plus se vendre ni s'acheter des choses parce qu'il n'y a plus assez de monnaie dans l'économie. Regardez les anciens mini-shows, il y a des tas de mini-shows où je parle de ça. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. L'idéal, le but, c'est de réinjecter de la monnaie dans l'économie et de refaire de l'activité économique et si possible de faire de l'exportation pour réimporter de la monnaie. Donc il y a un truc absolument génial. On va voir des pays pauvres, qui ont des ressources dont on a besoin. Seulement ces pays-là, ils n'ont pas les infrastructures pour qu'on puisse exploiter leurs ressources. Donc on va les voir et on leur dit, bon bah voilà, vous êtes assis sur des mines d'or, vous avez du pétrole, vous avez de l'uranium, vous avez du coltan, vous avez tout ce qu'il nous faut à nous pour vendre à nos populations. Nous, nos populations, ils ont besoin d'essence pour leur 4x4, ils ont besoin d'uranium pour faire marcher leurs usines, pour produire de l'électricité, parce qu'ils consomment beaucoup d'électricité, parce qu'ils n'ont pas compris qu'on pourrait chauffer avec la chaleur du soleil, ou faire de l'électricité avec des panneaux solaires, ou avec du vent. Donc, nous, on a mis des compteurs, et on leur vend de l'électricité qu'on fabrique avec votre uranium. Donc, on a besoin de vos ressources. Comment vous allez pouvoir faire pour nous vendre vos ressources et pour les exploiter? Bon, qu'est-ce que vous avez sous la main? Est-ce que vous avez des usines, des ponts, des routes, des pipelines, tout ça pour pomper tout ça? Ben non, évidemment. Donc, nous, on va vous aider. Et on va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez faire installer toutes les infrastructures dont vous avez besoin pour vous enrichir. Vous, les dirigeants de tous ces pays pauvres, et bien sûr enrichir toutes vos populations, parce que vous savez bien, la théorie du ruissellement qui fait que plus les riches sont riches, plus les pauvres, moins les pauvres sont pauvres. Et bien évidemment, on va vous aider à réaliser tout ça et à devenir comme nous, à devenir des démocraties occidentales. Donc on va vous prêter de l'argent. On va faire des devis, voilà, on a fait les devis, regardez, là tout est prêt, on a les papiers, on a envoyé nos assassins, on a envoyé nos experts économiques et on vous a fait faire des devis. Donc, il vous faut des autoroutes, il vous faut des ponts, il vous faut des zones industrielles, il vous faut 2 ou 3 usines pour exploiter l'uranium, il vous faut des puits de pétrole, etc. Donc, nous, on peut vous prêter de l'argent pour faire tout ça. Alors, on vous prête, je sais pas, par exemple, si vous êtes un petit pays, on vous prête, allez, 50 milliards, et vous allez pouvoir directement vous équiper. Alors, allez-y. Voilà l'argent. Allez-y, bossez, faites venir vos entreprises, et puis, vous n'avez pas d'entreprise. Ah, mais vous le faites exprès. Oh, écoutez, il faut qu'on vous aide encore. Oh, bah écoutez, bon, éventuellement, vraiment, ils sont très occupés chez nous, mais éventuellement, on a des grosses entreprises. On a Bouygues en France, on a Halliburton aux États-Unis pour faire les exploitations pétrolières, on a Bechtel pour vous construire des routes, des ponts, des immeubles et tout. Donc,
bah, si vous avez rien, on peut vous envoyer nos entreprises, c'est pas grave, tous les devis sont faits, donc en plus maintenant vous avez plein d'argent. Donc voilà, on va faire ça, on va mettre une petite clause dans le contrat de prêt qui vous autorise à faire travailler nos entreprises. Et donc, voilà comment ça se passe. Nous, pays occidentaux, nous envoyons nos entreprises occidentales travailler dans les pays pauvres pour leur construire les infrastructures qu'ils n'ont pas, pour nous permettre d'exploiter leurs ressources. Et comment ils nous payent? Ils nous payent parce que nous avons créé de la monnaie à partir de rien. Parce que vous savez que quand une banque locale prête 100 000 € à quelqu'un pour construire une maison, c'est une création à partir de l'endettement futur de la personne qui permet à la banque de créer le crédit à partir de rien, sans transfert d'épargne, sans le moindre travail, sans la moindre production préalable, qui permet de créer à partir de rien ce crédit qui va permettre au client de la banque d'aller dépenser son nouveau pouvoir d'achat. C'est exactement la même chose pour les pays tout entiers. La Banque mondiale et le FMI créent un crédit à partir de rien, sans la moindre épargne, à hauteur de l'argent qui va, en dollars, créditer le compte de l'État en question. Et donc cet argent-là, il revient aussitôt, presque intégralement, à part les commissions pour les dirigeants, il revient intégralement dans les caisses des entreprises occidentales qui repartent dans le pays pauvre pour construire les infrastructures. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue purement monétaire? Eh bien, ça veut dire que si moi je suis dirigeant d'un pays occidental, j'ai une crise sur les bras, une crise économique, dont je sais très bien que la source c'est un manque de monnaie dans l'économie. J'ai trois solutions. Ou bien je dis à ma population, il faut vous endetter parce que voilà, vous allez accéder à la propriété, tous propriétaires, etc. Donc reprenez du crédit. À ce moment-là, si les gens acceptent de reprendre du crédit, ça réinjecte de la monnaie dans l'économie. Mais ma population, c'est ma population qui paye la dette. Je suis obligé après de les faire travailler pour qu'ils enrichissent mon secteur bancaire. Donc là, en ce moment, il n'y a pas de demande de crédit. Les gens en pleine crise, ils ne savent pas s'ils vont avoir un emploi dans les 6 mois qui viennent. Évidemment, ils n'en prennent pas plus qu'avant. Encore moins. J'ai une deuxième solution, c'est de dire à mes entreprises, dites donc, il faut investir, regardez, c'est la reprise, regardez les chiffres, 0,1% de croissance, c'est le moment d'investir, la demande va reprendre, la croissance va reprendre. Mais les entrepreneurs, ils sont pas fous. C'est pas le moment d'emprunter, c'est pas le moment d'investir. Quand déjà vos capacités de production sont à 50% avec les machines que vous avez, même si la demande double, vous pourrez fournir sans investir. Donc c'est vraiment pas le moment. En plus, il n'y a pas de demande en période de crise. Donc personne n'a envie d'investir. Il me reste plus que moi, l'État. Et moi, je peux investir seulement en Europe. Pour investir, pour dépenser de l'argent, il faut que je me mette en déficit. Et j'ai pas le droit, parce que ça m'oblige à emprunter sur les marchés financiers, à payer des intérêts, et qui paye les intérêts? Je suis obligé d'augmenter les impôts de ma population. Et les traités de Lisbonne et de Maastricht m'empêchent d'avoir plus de 3% de déficit, et m'empêchent de faire augmenter mon endettement. Donc, je suis coincé, complètement coincé. Les autres États sont exactement dans le même cas. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la bonne solution, c'est d'endetter un autre pays, dans ma monnaie. Et là, le truc génial, c'est que qu'est-ce qu'elles font, mes entreprises, quand elles vont à l'étranger pour vendre des produits et des services? Eh bien, elles se font payer dans la monnaie que la Banque mondiale a créée ex nihilo à partir de rien. Et cette monnaie-là, le pays étranger, le pays pauvre, la dépense dans mon pays, la met sur les caisses de mes entreprises. Ce sont mes ouvriers, mes dirigeants et mes actionnaires de mes entreprises qui dépensent cette monnaie-là dans mon économie et qui font que ma crise est beaucoup moins profonde que ce qu'elle serait s'il n'y avait pas ce système-là, ce stratagème-là. Et par contre, j'ai réussi à faire revenir de la monnaie dans mon pays, mais j'ai pas endetté ma population, j'ai pas endetté mes entreprises et je n'ai pas endetté mon État. J'ai endetté qui? Pays pauvres. Et donc après, je renvoie mes assassins économiques, je renvoie mes experts économiques dans les pays pauvres qui viennent dire alors,
vous avez bien tout dépensé, maintenant il va falloir nous payer les intérêts de la dette. Comment vous allez faire? Ils ont plus d'argent, ils ont tout dépensé pour faire leurs exploitations, pour faire leurs infrastructures. Donc comment ils vont faire pour payer les intérêts? Ben, ils ont deux solutions. Ils peuvent réemprunter pour payer les intérêts. C'est ce que fait la Grèce depuis 10 ans. Elle réemprunte au FMI et à la Banque Centrale Européenne pour payer les intérêts de leur crédit d'avant. Ce qui fait qu'ils se retrouvent plus endettés qu'avant. Et donc, les intérêts d'après seront plus gros que les intérêts d'avant. C'est comme ça que des pays comme l'Équateur se sont retrouvés avec 50% de leur PIB à payer en intérêts de la dette aux Américains en dollars. C'est comme ça que la Grèce va se retrouver dans les mois qui viennent avec 200% de son PIB pour le niveau de sa dette à payer, qui est évidemment impossible à payer, puisqu'il faudrait non pas seulement vider tous les comptes de la Grèce, mais les vider 2 fois, c'est-à-dire être à 2 fois en dessous de zéro. Donc c'est impossible. Donc, on se retrouve exactement dans les mêmes conditions que face à des mafieux, face à une mafia, qui vous a, par exemple, endetté en vous faisant jouer à, je sais pas, au poker et en faisant une complicité pour vous faire perdre, donc une dette de jeu illégitime. Bon, mais enfin, vous êtes un abruti, vous êtes un pigeon, qu'est-ce que vous voulez, vous méritez pas mieux. Ou alors en vous donnant de la drogue et en vous disant d'aller la vendre, et puis ensuite en venant vous demander le prix de la drogue. Ou alors, en venant, si vous êtes un commerçant, vous dire... Vous savez, il y a des gangsters qui cassent les vitrines dans votre rue. Mais par contre, nous, on les connaît et on peut leur dire de ne pas casser votre vitrine. Il suffit de payer l'assurance. Il suffit de payer l'assurance. Et donc, on se retrouve... Bon, j'exagère un petit peu, hein. Bon, c'est vrai que les gouvernements occidentaux ne sont pas des mafias. Bon, il faut quand même pas confondre les deux. D'un côté, on a des gangsters qui font de la fausse monnaie, qui vous endettent de force, qui vous menacent de tout casser chez vous, et puis finalement qui un jour arrivent et cassent tout et volent tout et vous laissent à poil, ou qui même finissent par vous assassiner. Et de l'autre côté, on a les mafias. Bon, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Mais si vous ne pouvez pas payer, eh bien vous allez payer avec vos ressources. C'est comme ça que les Grecs ont été obligés de vendre leurs 14 aéroports aux Allemands. C'est les mêmes principes, exactement. C'est une routine. Il y a des gens qui font ça, qui connaissent ces mécanismes-là depuis toujours. Ça existe depuis toujours. Et... il y a des anciens assassins économiques qui nous racontent exactement comment ça marche. Si le pays en question ne veut pas payer sa dette, il y a plein de solutions. La première solution, c'est d'aller essayer de les convaincre par la force, par la menace, par le chantage, de faire payer leur population, de donner leurs ressources quasiment gratuitement. C'est ça, entre parenthèses, qui va nous permettre de conserver le niveau de vie que nous avons, nous, en Occident. Parce que, faut pas oublier que la demande pour le pétrole, la demande pour de l'électricité nucléaire et de l'uranium, la demande pour tout ce qui sert à fabriquer notre électronique, elle vient de nous. Elle vient de nous. S'il n'y a pas la demande, les politiciens, les banquiers et les assassins économiques n'ont plus de travail. Comme disait Coluche, c'est dommage que les gens achètent, il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça se vende pas. On en est là. Bon, la deuxième étape, c'est carrément d'aller voir les dirigeants, parce qu'il y en a qui veulent pas marcher dans la combine. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Mais à ce moment-là, on leur envoie des gens un petit peu plus musclés. C'est comme ça qu'on a renversé Mossadegh en Iran il y a quelques années et qu'on a mis le Shah d'Iran à la place. C'est comme ça qu'on a assassiné Jaime Roldos en Équateur dans les années 80 et Omar Torrijos au Panama. C'est comme ça qu'on a viré finalement Salvador Allende. Et puis évidemment, c'est comme ça que Kadhafi a trouvé la mort en Libye et Saddam Hussein en Irak. C'est des gens qui ne voulaient pas, qui refusaient de se soumettre au chantage et au piège de l'endettement perpétuel dans une monnaie étrangère à la leur, et qui, malheureusement, ont été éliminés du circuit. Et donc, quand ça marche, ça marche. On assassine, on tue, on remplace. Et puis là, depuis quelques années,
c'était peut-être un petit peu trop visible, toutes ces stratégies-là. Donc là, il y a des nouvelles stratégies qui se mettent en place, qui sont de déstabiliser les États. C'est ce qui se passe en ce moment en Syrie et c'est ce qui s'est passé en Irak. Au lieu d'envoyer des gens pour essayer de convaincre et de faire du chantage, on envoie d'autres groupes, des groupes soi-disant qui sont un petit peu des, comment dire, des outils de déstabilisation. Et là, c'est génial, parce que au lieu d'envoyer l'armée officielle du pays pour occuper, comme on a occupé l'Irak ou l'Afghanistan, eh bien on envoie par personne interposée des groupes bien armés, bien financés, pour aller déclencher des mouvements, des printemps arabes, des guerres civiles, et pour déstabiliser les pays que nous avons besoin de contrôler, nous, pays occidentaux. Et donc ça arrange tout le monde, ça arrange beaucoup de monde, ça arrange évidemment les gouvernements occidentaux, parce que ça permet le pillage des ressources, c'est-à-dire que ça permet de nourrir nos besoins en électricité, en énergie, et aussi en alimentation, parce qu'il ne faut pas oublier que nous allons aussi piller les terrains les plus fertiles et que de ce fait, nous y allons pour planter des récoltes en agriculture intensive de manière à produire des céréales qui vont nous permettre de nourrir les bestiaux que nous allons manger au McDo. Voilà. Tout notre style de vie, toute notre civilisation occidentale, telle qu'elle existe actuellement, repose sur ces mécanismes de guerre, d'endettement, de destruction et de pillage. On ne peut pas fonctionner autrement. C'est impossible, puisque pour fonctionner autrement, il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 planètes. Donc on est bien obligé d'aller piller les ressources d'une certaine partie de la planète pour enrichir, pour alimenter le cancer de population que nous représentons. Et donc, c'est ce qui vous explique que les États-Unis, par exemple, qui sont 5% de la population, consomment un quart de toutes les ressources de la planète, à eux tout seuls. Et bon, évidemment, on est de la partie. Alors, ça avantage aussi, évidemment, les gouvernements occidentaux. Parce que le fait que des groupes dangereux, fondamentalistes, intégristes, et j'ai appris plein de choses à ce sujet-là, parce que bon, je vous en ai pas parlé encore, mais ça fait quelque temps que je présente une émission qui s'appelle Controverse sur une chaîne publique iranienne. Et donc, je reçois des gens de tous les bords, je reçois des Français, évidemment, qui ont vécu là-bas, des militaires, je reçois des Iraniens, des musulmans qui ont vécu là-bas et qui connaissent bien ces problèmes. Et ça débat, croyez-moi, regardez l'émission Controverse, je sais pas, elle est pas très facile à trouver, le site marche pas très bien, mais j'ai appris plein de choses en animant et en organisant les débats de cette émission. Et donc, ce que j'ai appris en particulier, c'est que la déstabilisation par des groupes terroristes des pays que nous désirons déstabiliser pour mieux les contrôler ensuite, cette déstabilisation-là nourrit notre politique de lutte contre le terrorisme et donc nourrit ici, à l'intérieur, la guerre que nos gouvernements mènent contre nous, au niveau de la surveillance de tout ce que nous faisons, au niveau de des contraintes et de la censure qu'ils exercent sur Internet, au niveau de la peur qu'ils nous font subir et qui leur permettent de se faire réélire ou de jouer avec les différents partis pour faire peur de manière à ce que nous élisions celui qui va dire le même discours que ceux qui nous font peur. Vous voyez un petit peu le système. Et donc ça nous permet également autre chose. Le fait qu'on puisse dire que, attention, il y a des groupes terroristes qui se baladent dans ces pays-là, donc il y a des émigrants qui vont venir ici, qui vont nous faire des attentats, ça permet de détourner. C'est des fausses pistes magnifiques pour que nous, population, nous oublions tous nos problèmes quotidiens, le chômage, la crise, le manque d'argent. Nous pouvons, comme ça, reporter notre culpabilité sur des gens extérieurs, sur d'autres responsabilités. Et donc, nous pouvons nous exonérer de notre rôle dans ces mécanismes. Et nos politiciens, nos dirigeants, peuvent s'exonérer totalement de toute responsabilité. Et d'ailleurs, ils ne manquent pas de le faire. Donc, tout cela permet de masquer l'essentiel, de masquer
les baisses des salaires que ces gens qui sont obligés de se déplacer et de venir en Europe vont nous faire subir, qui permet de masquer le fait que les pays les plus riches d'Europe vont pouvoir absorber cette nouvelle main-d'œuvre et par conséquent augmenter leur propre compétitivité et par conséquent exporter plus que les autres et par conséquent importer plus de monnaie libre de dette, et que ce soit les pays du sud de l'Europe, par exemple, qui payent la dette, qui va les enrichir et leur permettre d'épargner et de racheter leurs dettes et de toucher les intérêts et de mettre en esclavage les pays du sud, les populations des pays du sud. Tous ces mécanismes-là, je vous en ai déjà parlé. Et donc ce sont des mécanismes à la fois géopolitiques, à la fois violents, qui implique de la violence, du chantage, de la menace, de la guerre, de la tuerie. N'oubliez pas que ce sont des centaines de milliers, des millions de personnes qui meurent de ces manipulations-là. Donc il y a de la mort, il y a de la pauvreté, il y a de la destruction, il y a de la guerre. Et donc ne nous étonnons pas si, à force de bombarder des pays, à force de leur envoyer des drones et de les tuer sans les voir, par personne interposée, ne nous étonnons pas si les extrémismes, les fondamentalismes, les intégrismes prennent de l'ampleur, parce que quand vous êtes dans la pauvreté, quand vous êtes dans l'exclusion, quand vous subissez des inégalités, quand vous êtes dans l'insécurité la plus totale, et que des gens arrivent et vous disent « je vais te sauver, mais il faut que tu adhères à mon idéologie, et il faut que tu prennes les armes contre l'ennemi », eh bien, il y a des gens qui se laissent tenter. Comment voulez-vous que ce soit autrement? Quand dans nos propres pays, nous mettons nos jeunes en prison, nous les laissons dans l'isolement, dans des ghettos, au lieu d'essayer de dialoguer et de comprendre, nous utilisons la violence et la répression pour étouffer les demandes qu'il peut y avoir. Quand nos politiciens défendent ce qui existe, se dédouanent complètement des conséquences de leurs actes qu'ils ont eux-mêmes déclenchés par leurs agressions, par leur volonté de puissance et par nos besoins économiques qu'ils se font un plaisir de satisfaire par leur perversion, quand nos politiciens se laissent corrompre, se laissent manipuler, passent du secteur bancaire à la monnaie, à la politique, en faisant des allers-retours, quand nos médias appartiennent à cette oligarchie, appartiennent au secteur bancaire et répètent ce qu'on leur dit de répéter et refusent de dire ce qui mettrait dans la moindre mesure en danger le discours existant et la propagande que nous subissons, quand la monnaie est émise exclusivement par l'endettement des particuliers que nous sommes, des entreprises pour lesquelles nous payons tout plus cher parce qu'elles sont obligées de s'endetter pour faire leurs investissements et financer leurs besoins en fonds de roulement, quand le secteur bancaire endette tous les États et que nous sommes obligés de payer les intérêts sur les dettes des États et donc de payer plus d'impôts, beaucoup plus d'impôts pour engraisser le cancer de la création monétaire par les banques, quand notre énergie dépend des ressources que nous allons piller dans les pays pauvres, quand notre alimentation dépend de la possession des terrains que nous allons acheter, piller dans les pays pauvres, qui déplacent toutes les populations et qui les mènent à la pauvreté, qui leur enlèvent même leurs propres moyens de subsistance et leur autonomie, comment voulez-vous que, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour changer nos habitudes énergétiques, changer nos habitudes alimentaires, changer nos habitudes de vie et retrouver des moyens de vivre sans piller la planète et sans piller des populations, comment voulez-vous que, si nous ne faisons pas ça, si nous continuons à vivre comme nous le faisons, comment voulez-vous que les gens que nous martyrisons et que nous pillons ne finissent pas par quitter leur terre, leur pays, leurs amis, leurs familles, leurs moyens de subsistance? Et comment voulez-vous qu'ils fassent autre chose que de venir ici, où toute leur richesse a été usurpée
accaparés. Et comment voulez-vous qu'il n'ait pas l'espoir, en venant ici, d'en récupérer ne serait-ce qu'une toute petite partie, sous forme d'un petit sauvetage de leur propre niveau de vie? Voilà la question que nous devons nous poser. Voilà les causes profondes des flux migratoires que nous constatons. Et voilà les seuls remèdes que nous, personnellement, individuellement, chacun de nous pouvons adopter pour remédier à cette situation. Réfléchir, comprendre et changer. Nous ne pourrons pas changer le monde, nous ne pourrons pas avoir un monde stable, équilibré, qui soit soutenable au point de vue de l'environnement et qui soit juste, si nous ne prenons pas conscience que nous sommes, chacun de nous, à la racine de ces mécanismes. Et que si nous ne changeons pas nos manières de produire notre énergie et de produire notre alimentation, nous sommes obligés de vivre sur le pillage et donc d'en subir les conséquences. Voilà, prise de conscience mes amis, et donc réflexion, analyse, et à bientôt, à la prochaine fois. Ciao, ciao.